Mesdames et messieurs, je suis extrêmement heureux de me retrouver parmi vous et je remercie les deux loges de m'avoir invité et de pouvoir échanger. Oui, je suis chirurgien. À ce propos, je viens de publier un nouveau livre sur le sujet que je vais traiter qui s'appelle « J'aime donc je suis », à l'origine des sensations, des émotions et de la raison, publié chez l'Harmattan que vous pouvez trouver. Et c'est parce que je me suis retrouvé un jour détaché de la table d'opération. Lorsque j'étais jeune chirurgien à l'hôpital de la Pitié, je plongeais mes mains dans le corps des malades pour en extraire le mal. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvé 10 ans après, catapulté à 3 mètres de la table d'opération et manipulant avec des petits joysticks les bras qui faisaient l'opération. Je me suis aperçu que j'étais en fait un être pâteau, dans la mesure où la pronosupination de ma main m'empêche de faire 360 degrés, les deux os se chevauchent, je ne peux pas faire 360 degrés, alors qu'en utilisant le joystick, le bras télémanipulé fait 360 degrés. Donc je me suis posé une sacrée question, est-ce que j'arrête de faire ce métier et que je file ça à des ingénieurs, ou est-ce que je continue? Et j'ai continué, bien évidemment, mais ça m'a fait rentrer dans ce monde de l'intelligence artificielle, de la robotique, en travaillant et en développant des robots chirurgicaux avec les ingénieurs. Et je voudrais revenir un peu brièvement, mais quand même, sur ce que nous sommes, notre essence. Vous savez que nous sommes faits de vide, à plus de 99,9%. Nous ne sommes rien. Et si je regarde un atome, par comparaison, je mets un petit poids au centre du Stade de France, les électrons sont dans les gradins, et tout le reste est du vide. Alors, ça a énervé énormément Aristote, le vide, d'où l'idée qu'il avait eue d'inventer la notion d'éther. Mais nous sommes faits de vide. Si je me pompe complètement, je me retrouve nanométrique. La Terre et ses 7,5 milliards d'habitants, si on la pompe complètement, si on l'aspire, le vide deviendra une boule de 100 mètres de diamètre. Mesurons ce que nous sommes. Nous sommes faits de vide. Deuxièmement, nous sommes faits de très très peu d'éléments. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote composent quasiment nos corps et tout l'univers. Jusqu'aux galaxies les plus lointaines, on les appelle les chons, c'est H-O-N. Nous sommes faits de ces éléments-là seulement, avec un petit peu d'hélium, de soufre, de silicium, de magnésium. Mais que sommes-nous? À partir de ces quelques éléments physiques, nous avons abouti à une explosion de millions d'espèces. Enfin, nous sommes des êtres qui ne vivons jamais au présent. Je ne sais pas ce qu'est le présent. Pour la simple raison que mes sens sont toujours en retard. Je vous vois en retard. Je vous entends et vous m'entendez en retard. Il n'y a pas de présent. Nous ne sommes que des reconstructions de nous-mêmes, par nos mémoires, nos cartographies que nous appelons en permanence dans nos cerveaux pour reconstruire le monde. J'ai mon monde, vous avez le vôtre, aucun n'est semblable. Et les couleurs n'existent pas. L'univers n'est pas colorié, le rouge, le bleu de ce ciel n'existait pas. Nous les inventons. Donc nous sommes tous différents, nous sommes des personnes. Il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas en gros d'humanité, nous sommes des personnes. Aucune n'est semblable. Alors que quand on regarde et qu'on compare les robots, ils sont tous semblables, incapables d'être, je dirais, d'avoir cette autonomie que nous avons. Nous transformons régulièrement. Nous sommes à la fois des permanents dans nos êtres, depuis la naissance jusqu'à la mort, et nous sommes des variants permanents. Donc c'est très compliqué si on veut regarder quelle est notre essence. Mais on s'aperçoit que finalement, nous sommes des êtres, je dirais, l'homme, on se demande ce qui lui est arrivé. Comment cet animal pâteau et lent dont vous avez parlé, vraiment assez minable, n'ayant pas de grandes trompes, de grandes queues, de grands crocs, juste des petites dents et des mauvais ongles, incapable de courir vite et capable de se faire ramasser par un lion ou par un crocodile, ayant des portées en petit nombre qui mettent un temps fou à s'autonomiser par rapport aux millions d'œufs pondus ou aux portées qu'ont les animaux qui se dressent sur leurs pattes dans la minute qui suit la naissance. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous devions rater. Jamais nous aurions dû être là où nous en sommes, dans une nature qui sait très bien et qui ne fait de place qu'au fort et qui est capable immédiatement de descendre le faible. Eh bien, ce sont deux éléments clés qui sont effectivement notre civilisation progressive, les 700 millions d'années que les premiers neurones existent et qu'ils se sont retrouvés au bout de nos organismes, se pelotonnant en circonvolution. C'est donc notre intelligence
Et le deuxième élément clé de notre humanité, c'est la communication, la collaboration. Nous sommes des êtres égoïstes sociaux. D'abord égoïstes. C'est vrai que la première cellule qui est arrivée il y a à peu près 3 milliards 800 millions d'années, naît à partir de quoi? Mais de rien, des phospholipides et du cholestérol, ce cholestérol qu'on nous dit de ne pas bouffer tous les jours. Voilà, des petites chaînes qui avaient la capacité de se coller, des molécules qui se collaient les unes aux autres. Et puis un jour, il y en a une de ces chaînes qui s'est fermée sur elle-même, comme un collier. Individuation de la première cellule. Un milieu intérieur, une membrane, un milieu extérieur. Et en travers cette membrane, des échanges grâce à un système extraordinaire de plus en plus complexe fait de, je vais caricaturer, mais de machicoulis, de ponts-levis, d'échauguettes qui permettent des transferts incroyables. Et puis, cette cellule, elle s'est multipliée, elle s'est mise à bouger, elle a acquis une motilité, elle a multiplié les éléments intérieurs de plus en plus complexes pour se développer, jusqu'à créer un noyau à l'intérieur d'eux-mêmes, le donjon du château, qui n'existait pas au départ, pour protéger les éléments les plus nobles, notamment notre génome. Génome dont on sait qu'il joue très peu finalement dans ce que l'on fait. Nous sommes composés d'eau à 65-70%, et figurez-vous que l'eau n'est pas génétiquement déterminée. Nous sommes aussi composés de lipides, je l'ai dit, toutes nos cellules ont des membranes de lipides, qui ne sont pas génétiquement déterminées. Donc la génétique est une toute petite part, et si je rajoute ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui fait que le génome bouge, se modifie en fonction de notre environnement, de ce que nous vivons tous les jours, des interactions à la fois immédiates et interstellaires, eh bien, qui sommes-nous, effectivement? Des êtres variants dans une espèce de permanence incroyable. Vous savez que nous recevons, dernier petit détail pour vous faire vibrer, nous recevons par centimètre carré de peau par seconde 65 milliards de neutrinos qui viennent milliards d'années-lumière de divers. Voilà ce que nous sommes. Rien. Et pourtant, nous sommes les êtres les plus empathiques, les plus amoureux du monde. Les animaux sont empathiques, bien sûr, moi j'en ai, et c'est fou de voir la relation qu'on peut avoir avec les animaux. Qu'on ne croit pas à ce que disait Descartes, l'animal-machine, c'est l'horreur, c'est faux. Il y a une progression depuis les atomes, les particules, les atomes, les molécules, les cellules, les tissus, les organes, les appareils et les organismes. Il y a un continuum incroyable. Il y a de l'intelligence, il y a de la communication dès le premier début de l'origine du monde. Il faut bien voir ça. Vous allez me dire, il est fou, là, il est en train de raconter des histoires. Ça, on se retrouve chez les Chinois à nous raconter des histoires, des sornettes. Pas du tout. Il y a probablement, comme le dit David Chalmers, de l'intelligence, des bribes d'intelligence dès le départ. Mais nous n'avons pas voulu le voir car nous avons, nous occidentaux, raisonneurs, nous avons cassé ce continuum en dualité, la res extensa et la res cogitans. Et j'en veux fortement à Platon, avec son histoire du ciel des idées pures. Qu'est-ce que c'est que ça? Des idées pures qui échangent entre elles en se tapant des bons moritos bien frais au bar du ciel des intellos. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous sommes faits d'essence, nous sommes faits de biologie, nous sommes faits de matière. C'est ça l'homme. Et l'esprit n'est que le continuum, un petit peu, j'exagère, mais caricaturons la même, on pourrait l'expression entre ce qu'est le glaçon, à température froide, avec l'eau à température ambiante et la vapeur, passant donc de la matière pure à ce qu'on pourrait appeler l'esprit. On a voulu scinder les deux. Et notre monde occidental a voulu comprendre l'univers. Et comme un saucisson, quand vous coupez un saucisson pour voir à l'intérieur s'il y a trop de gras ou pas, vous ne pouvez pas le reconstituer. Et donc nous avons en partie fracturé l'unité de cet univers incroyable dont nous ne comprenons que très peu de choses, sachant même que le fameux Big Bang n'était ni big et n'a jamais fait bang, ni boum, ni crack, ni plouf. C'était un événement extraordinairement, infiniment petit, d'une puissance énergétique considérable, dont vous savez aujourd'hui que la majorité de nos collègues astrophysiciens pensent qu'il y avait quelque chose d'avant, car qui peut penser que de rien on créerait quelque chose? Donc, voilà où nous en sommes en ce qui nous concerne. Et aujourd'hui, nous nous trouvons confrontés à l'émergence de l'intelligence artificielle et de la robotique, qui nous pose la question, et vous avez eu raison ce soir d'évoquer ce thème, nous pose la question de nous-mêmes. Et on pourrait se faire peur. Parce qu'effectivement,
Ces machines ont une puissance de calcul absolument phénoménale, contre laquelle personne d'entre nous ne peut lutter, mais elles sont bêtes comme leurs pieds. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Andrew Moore, le vice-président de Google, qui reconnaît la bêtise de l'intelligence artificielle. Pardonnez-moi. Elle calcule, elle ne raisonne pas, elle n'a aucune émotion, et je ne crois aucun des prophéties à la Ray Kurzweil qui vous dit qu'en 2045, les machines auront de l'émotion. Moi, j'attends effectivement qu'un robot vienne m'embrasser quand je pleure, hein, ou vienne me raconter une histoire salace et qui me fasse éclater de rire. Eh bien non, on ne sait pas demain la veille qu'on les aura, ceux-là. Donc vous voyez bien qu'on est... Non, mais le terme d'intelligence artificielle qui avait été lancé, et Laurence le dit beaucoup mieux que moi, il y a 70 ans, lors d'un congrès aux États-Unis, a été un truc marchand extraordinaire, parce que ça a amené tous les grants et tout l'argent nécessaire pour la recherche. Vous voyez, un peu comme l'écologie aujourd'hui, on met du fric partout parce qu'il faut en être. Mais quand on regarde, l'intelligence humaine est incommensurablement supérieure à ce que pourra faire n'importe quelle machine. La machine calcule, moi je fais beaucoup mieux. J'aime, je peux être artiste, je peux danser, je peux faire ce que je veux. Et ensemble, toujours ensemble. Donc nous avons des intelligences. Et croire qu'il n'y a qu'une intelligence est absurde. Le quotient intellectuel, le QI, est la pire des insanités. C'est le quotient inique pour moi. Parce qu'effectivement, l'être le plus imbécile peut être d'une empathie phénoménale. Et alors, c'est un être humain comme moi. Et le plus intelligent de nous-mêmes peut être atteint d'un syndrome d'Asperger épouvantable qui le rend socialement insupportable. Donc arrêtons de croire qu'il faut faire la course en se disant il faut qu'on rattrape la machine en augmentant nos QI. On est complètement malade. Parce qu'en augmentant nos QI, nous aurons toujours les mêmes moyennes, et donc on va passer de 100 en moyenne à 120 ou 130, et alors il y aura toujours des 80, et il y aura peut-être des 250. On ne va rien changer, on ne fait que passer d'un niveau à l'autre. C'est une espèce de folie démiurgique du genre Elon Musk, qui à la fois veut nous augmenter notre QI en nous puçant, en mettant des puces dans notre cerveau. Mais rendez-vous compte de ce que c'est, autant quand on est parkinsonien, bien évidemment. C'est une merveille de voir combien l'homme ou la femme qui tremble comme ça, dès qu'on l'électrifie, s'arrête et retrouve une motilité à peu près normale. C'est un bonheur exceptionnel. Mais ça a ses dangers, deux dangers. D'abord, si vous vous trompez au millimètre près de la zone neuronale, vous faites du parkinsonien un obsédé sexuel qui va courir après toutes les petites vieilles dans les EHPAD. C'est rude. Hein, il n'en est pas forcément content lui-même. Et puis, deuxième chose, c'est que la nature est beaucoup plus forte que nous. Et on sait que les électrodes qui sont implantées, on voit les cellules nerveuses, les cellules gliales, qui sont avec les neurones, les cellules composant essentiellement le cerveau, viennent entourer l'électrode pour l'isoler, empêchant qu'elle fasse son boulot. La nature déteste qu'on la viole. Et là, nous sommes comme des enfants qui jouent avec des jouets en se disant « Ah là là, on va faire mieux ». Attention à tout cela. Donc on voit bien cette émergence d'un transhumanisme qui voudrait nous augmenter physiquement et cognitivement. Mais à quoi ça sert, même psychologiquement aujourd'hui? Mais à quoi ça sert? Pourquoi ai-je besoin d'être augmenté? Si la machine est là pour faire le boulot, ben très bien, je vais mettre dans les garde-meubles numériques un tas de choses qui encombrent mon cerveau pour me libérer et avoir plus de créativité. C'est ça le challenge. Et c'est tout le problème de l'éducation dont il a été parlé dès le début, et que nous avons une éducation normative dramatique, et qu'il va falloir changer complètement de forme d'éducation pour aller immédiatement à la créativité, dans la mesure où on s'aperçoit que peut-être que nos cerveaux s'atrophient et s'amenuisent au fur et à mesure que nous jouons avec les outils numériques qui nous aident. Donc c'est un vrai problème. Deuxièmement, les post-humanistes qui pensent qu'il faut se détacher du corps, on rejoint Platon là, on retrouve toujours les mêmes invariants. Que les post-humanistes, eux, qui pensent qu'il faut se détacher du corps, qui est une pourriture pour ne garder que l'esprit, avec nos neurones qui seraient reliés à des neurones artificiels dans un cloud extraordinaire, rose, violet et mauve, où tout ça s'échangerait, est absurde. Ce sont les sens, S-E-N-S, qui nous font. C'est la glèbe que j'ai sur les bottes qui me fait homme. C'est la sève. C'est cela dont nous sommes faits. Et pas du tout des êtres, je dirais, irréels. Nous sommes dans l'irréalité, effectivement. Je vous l'ai dit au début, et c'est terrible à savoir. Il n'y a pas de réalité.
il y a de la virtualité recomposée, il y a de l'imagination. Alors, il y a une réalité en sens que quand je bute contre ce pupitre, je me cogne, donc il y a quelque chose qui existe. Mais parce que physiquement, les quatre forces fondamentales font que cela tient, et quand je m'assieds sur la chaise, elle ne s'écroule pas. C'est tout, ce sont les seules réalités. Et moi, le médecin que je suis va être de plus en plus confronté. Aujourd'hui, on me demande de réparer l'homme, l'enfant et la femme malade, blessée ou handicapée. Et je dois utiliser toutes les technologies mises à disposition, bien évidemment. Pas de principe de précaution à la recherche scientifique, de grâce. Foutons-leur la paix à nos copains chercheurs. Hein. C'est après. C'est lorsqu'il faut utiliser les dérivés technologiques que peuvent se poser des problèmes sociétaux et des problèmes éthiques, mais pas dans les laboratoires. Et donc, on voit bien que nous allons être confrontés demain, probablement, à ce qu'on nous demande d'augmenter. Or, là encore, nous sommes schizophrènes. Rappelez-vous que Lance Armstrong a dû payer une amende de 5 millions de dollars aux Américains, aux juges américains, et a été dégradé de ces 7 premières places du Tour de France pour dopage. Donc, nous refusons le dopage chimique. Pourquoi irions-nous accepter le dopage numérique? On est malade. Il faut savoir, on prend l'un ou l'autre, mais on ne refuse pas l'un et en acceptant l'autre. Donc, on voit bien le malaise que créent ces outils qui nous fascinent par leur rapidité, par leur précision. Nous sommes des êtres imprécis, des êtres ambigus. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à nous comparer. La machine n'est jamais ambiguë, elle travaille toujours sur du carré. Nous sommes, nous, des êtres, on ne sait pas très bien où on va. Mais regardez comment nous sommes. Un enfant de 2 ans à qui vous montrez un chat et un chien, au bout de 2 fois, il a compris. Et il vous dira chat quand c'est bien le chat et chien quand c'est bien le chien. Il faut des millions d'images pour qu'une IA y arrive à peu près. Nous sommes capables de décisions à partir de très peu d'éléments, si on compare à la machine. Et c'est ça qui est fascinant, probablement dû à toute cette capacité mémorielle inimaginable que nous agglutinons depuis le début de la vie. Nous avons des stigmates depuis longtemps, depuis toujours. Et c'est peut-être en cela qu'on retrouve dans les sagas anciennes, dans les traditions, je pense aux Inuits qui nous disent que la Terre est née de pierres qui sont arrivées. Ce que les astrophysiciens reconnaissent aujourd'hui, et que Sumer nous dit avec leur dieu qu'il y avait au départ le grand océan primitif. C'est impressionnant. Et avec un déluge, le déluge de la Bible. Le déluge a bien existé. Des millions d'années où les volcans ont craché jusqu'à remplir la Terre. Lorsqu'elle s'est refroidie, le déluge a bien existé. Et il n'a pas attendu le vieux Noé, sa femme, Sem, Japheth et puis Cham, et puis toutes les bestioles qu'ils avaient embarquées pour se retrouver sur le mont Ararat quand la crue a descendu. Mais vous voyez comme quoi, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous aurons demain, et je vais en finir là, je ne veux pas être trop long, nous ne pouvons pas rester avec nos invariants occidentaux. Nos amis chinois, je les connais bien, ont d'autres modes de pensée. Et chez eux, effectivement, ils sont capables, ils sont totalement transhumanistes, parce que l'homme n'est rien. L'individu n'existe pas chez eux. Mais ce n'est pas dû au communisme, c'est la plus haute tradition philosophique de la Chine, où chacun fait partie du cosmos, il n'est pas question de le déranger. Donc on ferme sa gueule, et on accepte le crédit social. C'est comme ça. Et quand vous voyez que 300 000 petits étudiants chinois sont aux États-Unis, croyez-vous qu'ils deviennent dissidents? Non, ils reviennent tous en Chine. Parce que là, on leur offre le pont d'or, vas-y, défends-toi, fonce et avance. Et nous sommes dans notre vieille Europe complètement laminés, mais complètement laminés, entre cette Chine et les États-Unis. On a de très bons chercheurs, de très bons labos, mais qu'est-ce que nous faisons ensemble? Incapables d'avoir mis un géant mondial sur le sujet, nous sommes mal. Et ce qui a été dit est très vrai. Qui va gagner demain? Il va falloir nous rencontrer, parce que nous aurons échangé en termes de philosophie entre les Asiatiques et nous. Et j'avais proposé au président de la République de lancer une COP, une Conference of Parties digitale, sur ces sujets, de façon à réunir les différentes visions du monde qui sont très très opposées, très très opposées. 90% des Chinois sont pour le transhumanisme. C'est un vrai problème. Ça ne les gêne pas. D'où leurs expérimentations, qui sont vraiment parfois à la limite pour nous de l'éthique. Donc il va falloir discuter, parce que demain ce seront les premiers. 150 milliards de dollars ont été prévus en investissement par la Chine pour être les premiers en IA en 2049, à un moment du centenaire. Nous, on a le Human Breed Project européen à 1,5 milliard sur 5 ans. Merci, fermez le banc.
De 1 à 100 est le rapport dans une économie, une recherche qui est extrêmement coûteuse. Donc il est possible, effectivement, que nous soyons amenés, humains que nous sommes, Européens, blancs, à réfléchir, à ne pas nous laisser avoir, à devenir une puissance comme les autres. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Et on voit bien que nous sommes l'enjeu du monde. Alors si nous voulons rester un Disney World tranquille, on vient voir les beaux châteaux, les cathédrales, la bonne bouffe, la couture et le joli Paris, très bien. Mais ça ne durera pas longtemps, car nous serons sous l'obligation des autres. Et j'en finis par ce mot. Quand je vois Elon Musk, qui pourtant avait signé avec Bill Gates et Stephen Hawking l'appel en 95, oui c'est ça, non c'était en 2015, en 2015, l'appel fameux sur attention, l'IA peut nous déborder, et que je le vois créer sa structure Neuralink pour aller nous pucer en disant on va s'améliorer, je me dis tu as tout faux l'ami, parce que je n'accepterai jamais qu'on me mette quoi que ce soit à l'intérieur de moi-même, sachant que je ne serai plus la personne que je suis, puisque c'est celui qui m'aura pucé qui pourra me mener, ou le hacker qui pourra rentrer dans moi. Jamais. La barrière, elle est pour moi là. Oui, au progrès technologique, toute l'aide pour réparer, aider, améliorer, mais surtout pas ça. Je pense que véritablement, si nous allons à cette folie, nous ne serons plus humains. Voilà ce que je voulais vous dire.